Quel statut juridique pour une entreprise? Le statut juridique d'une entreprise détermine les règles de fonctionnement ainsi que les droits et les obligations des personnes qui la composent. Lorsqu'un entrepreneur décide de lancer son activité, il doit définir quel sera le statut le plus adapté à son projet. Prenons l'exemple d'un développeur web qui souhaite vendre des applications mobiles. Pour commencer, il privilégiera sans doute le statut d'auto-entrepreneur qui présente de nombreux avantages, notamment la possibilité de déclarer son activité en quelques clics et la comptabilité simplifiée, avec comme seule obligation le fait de devoir déclarer mensuellement ou trimestriellement ses rentrées d'argent. Cependant, le chiffre d'affaires d'un auto-entrepreneur ne doit pas dépasser 82 200 € hors taxes pour les activités d'achat et de revente et 32 900 € hors taxes pour les prestations de services. Par conséquent, si l'activité de notre développeur fonctionne bien et que son chiffre d'affaires dépasse 32 900 € hors taxes, il devra créer une société. Contrairement au régime de l'auto-entreprise, ses biens personnels et le patrimoine de sa société ne seront pas confondus. En cas de faillite, ses biens personnels ne seront donc pas saisis. S'il souhaite poursuivre seul, il pourra créer une EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou une SASU, société par action simplifiée unipersonnelle. S'il veut en revanche s'associer à une ou plusieurs personnes, il pourra créer une SARL, société à responsabilité limitée, ou une SAS, société par action simplifiée. Dans une SARL, les règles de fonctionnement sont fixées par la loi. L'entrée d'un nouvel associé dans l'entreprise doit par exemple être accordée par la majorité des autres associés. Il n'est pas possible de modifier ces règles. S'il souhaite un fonctionnement plus souple, notre développeur pourra envisager de transformer sa SARL en SAS. Ce statut présente également l'avantage de faciliter l'entrée d'investisseurs extérieurs dans l'entreprise, ce qui peut être intéressant pour notre entrepreneur, par exemple s'il a besoin de fonds pour développer son activité à l'étranger. La SAS permet en effet d'émettre différents types d'actions, notamment des actions dites de préférence, qui offrent des privilèges aux investisseurs, comme le fait de pouvoir, en cas de faillite, récupérer de manière prioritaire l'argent investi. Si le capital de la société de notre développeur atteint 37 000 €, il pourra également créer une société anonyme, SA, ce qui lui permettra de vendre des actions en bourse. Le statut juridique d'une entreprise dépendra donc de différents critères, dont la volonté ou non de l'entrepreneur de s'associer, la responsabilité financière qu'il souhaite endosser, ou encore des besoins de son entreprise en capitaux. L'entreprise est un peu comme un organisme vivant dont la survie nécessite une bonne coordination des organes qui le composent. En effet, l'entreprise ne peut fonctionner que si les tâches à accomplir sont réparties de façon précise et si le rôle de chacun dans l'entreprise est clairement déterminé. Plus l'entreprise est importante, plus son organisation, pour être efficace, doit être structurée. Les nombreuses tâches réalisées par l'entreprise peuvent faire l'objet d'un regroupement selon leur objectif. Cela permet notamment d'identifier les grandes fonctions de l'entreprise. Selon l'INSEE, l'Institut national français de la statistique et des études économiques, l'entreprise constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services. Les biens sont des objets physiques pour lesquels il existe une demande, sur lesquels des droits de propriété peuvent être établis et dont la propriété peut être transférée d'une unité institutionnelle à une autre au moyen de transactions sur des marchés.
Un service, quant à lui, désigne une capacité technique ou intellectuelle. Compris dans leur sens le plus large, les services recouvrent un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les activités scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et l'action sociale. C'est le sens généralement donné par les anglo-saxons au terme « services ». Ceux qui demandent les biens et les services pour produire d'autres biens ou services sont appelés clients. Ceux qui demandent les biens et les services pour les utiliser pour satisfaire leurs besoins personnels ou leurs désirs sont appelés consommateurs lorsqu'il s'agit d'un bien et utilisateurs lorsqu'il s'agit d'un service. Les clients, les consommateurs ou les utilisateurs s'adressent tous à un fournisseur pour se procurer biens et services. Le client, le consommateur ou l'utilisateur potentiel d'un bien ou d'un service est appelé prospect. La relation entre une entreprise, ses clients, les consommateurs, les utilisateurs, ses fournisseurs, ses distributeurs, ses prospects est appelée relation clientèle. Elle couvre un ensemble très vaste, de la stratégie marketing au support après la fourniture du bien ou du service, encore appelé support après-vente. Dans les sections suivantes, nous découvrirons que la relation clientèle ne se réduit pas aux interactions externes de l'entreprise avec ses clients, mais s'étend aussi aux interactions internes à l'entreprise, c'est-à-dire à ses différentes fonctions ou organes. Le premier à avoir réfléchi sur la direction ou l'administration est Henri Fayol en 1916. Pour lui, la direction d'une entreprise s'appuie sur 5 types d'actions. Prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler. Elle essaye de planifier l'avenir en fonction des différents scénarios. Elle munit l'entreprise de différentes fonctions nécessaires à son bon fonctionnement. Elle indique à ses différentes fonctions ou organes les tâches à accomplir. Elle s'assure que l'ensemble des actions de l'entreprise répondent à une certaine harmonie et ne se parasitent pas. Elle vérifie que tout se passe conformément aux consignes du plan afin de pouvoir corriger au plus vite les éventuelles erreurs. L'impact de la fonction direction et administration générale se perçoit à travers l'ensemble de l'entreprise. Contrairement à d'autres fonctions, on ne différenciera pas son impact. On peut retenir en revanche qu'un mauvais style de direction peut avoir des conséquences particulièrement néfastes. Il existe en effet de nombreux styles de direction et de nombreuses typologies. Le manager doit en effet porter son attention sur les objectifs, mais aussi sur les hommes. L'un n'ira jamais sans l'autre, faute de quoi la situation deviendra vite ingérable. La fonction recherche et développement. Elle regroupe l'ensemble des processus qui, partant de la recherche fondamentale ou d'une invention, assurent sa faisabilité industrielle. Il s'agit donc de l'ensemble des étapes permettant de passer du laboratoire de recherche à la production industrielle en usine. La fonction recherche et développement développe donc des innovations, qui sont les applications industrielles et commerciales d'une découverte ou d'une invention. Déjà en 1912, Schumpeter distinguait 5 formes d'innovation. L'innovation de produits, qui correspond à la mise sur le marché de nouveaux produits ou de produits améliorés. L'innovation de procédés, qui est l'utilisation de nouvelles méthodes de production. L'innovation de débouchés, qui est la découverte de nouveaux débouchés pour les produits existants. Par exemple, la vente de camionnettes aux familles nombreuses et non plus seulement aux professionnels. L'innovation commerciale, qui est l'utilisation de nouvelles méthodes de commercialisation ou de distribution. On peut prendre l'exemple de la vente par Internet. L'innovation organisationnelle, enfin, qui est l'évolution de la structure ou du fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, le développement des entreprises réseau. L'impact de la fonction R&D se perçoit à travers l'ensemble de l'entreprise. On retiendra, sur le plan de la production, que la fonction R&D va améliorer l'efficacité de la production lorsqu'il s'agit d'innovation de procédés. Pour autant, elle peut créer des contraintes supplémentaires quand il s'agit d'innovation de produits. Sur le plan commercial, la recherche et développement va permettre à l'entreprise de différencier son offre
et de créer plus de valeur pour le client. Sur le plan financier, la fonction R&D représente d'abord un coût. Il s'agit d'un investissement dont les résultats seront aléatoires. En revanche, si l'innovation est une réussite, les recettes de l'entreprise seront plus élevées. Sur le plan stratégique, la fonction R&D permet à l'entreprise de développer sa spécificité et de se différencier de ses concurrents. La fonction production. Elle englobe l'ensemble des activités qui transforment des matières premières et composants en produits vendus aux clients. Suivant la nature de la production, on distingue plusieurs types de production. La production en continu, dans laquelle les produits sont transformés par des opérations successives non découpables, comme dans la chimie. La production en discontinu, dont les opérations successives peuvent être interrompues, comme dans la fabrication de voitures ou d'ordinateurs. La production par projet, dans laquelle les opérations sont réalisées pour la production d'un seul bien ou service. Par exemple, une fusée ou un film. L'importance de la fonction production peut s'appréhender à plusieurs niveaux. Sur le plan financier, la mise en place d'un système de production adapté permet de réduire considérablement les coûts de production tout en assurant des marges élevées. Sur le plan commercial, une fonction de production flexible, c'est-à-dire qui peut changer rapidement de produits fabriqués, permettra de s'adapter plus rapidement aux goûts et aux attentes des consommateurs. Les trois fonctions principales de l'entreprise, que sont la direction et administration générale, la recherche et développement et la production, ont besoin d'autres organes pour fonctionner. Ce sont les fonctions support de l'entreprise. On distingue ainsi la fonction comptabilité et finance, la fonction ressources humaines, la fonction marketing et vente, la fonction achat, la fonction logistique, la fonction système d'information ou SI. La fonction comptabilité et finance a pour mission de modéliser les flux de composants et produits d'une part et les flux financiers d'autre part, c'est-à-dire de les rendre lisibles ou compréhensibles afin de donner des informations sur la situation financière de l'entreprise vis-à-vis des partenaires extérieurs, d'aider à la décision en mettant en avant les données économiques nécessaires, d'utiliser au mieux les ressources financières disponibles dans l'entreprise, d'obtenir les capitaux nécessaires pour le développement de l'entreprise. L'importance de la fonction comptabilité et finance se comprend aisément. Sur le plan financier, une bonne gestion des flux financiers sera à l'origine de meilleurs résultats. Par ailleurs, un meilleur calcul des coûts permettra de prendre des décisions qui seront rentables économiquement. Sur le plan commercial, la comptabilité de gestion donnera toutes les informations sur la rentabilité des projets commerciaux. Sur le plan stratégique, une bonne politique financière permettra d'obtenir plus facilement les capitaux nécessaires à son développement stratégique. La fonction ressources humaines a pour mission de faire en sorte que l'organisation dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement et que ce personnel fasse de son mieux pour améliorer la performance de l'organisation tout en s'épanouissant. L'importance de la fonction ressources humaines peut s'appréhender à plusieurs niveaux. Sur le plan de la production, la fonction ressources humaines va permettre à l'entreprise de disposer d'un personnel compétent qui pourra améliorer la productivité de l'entreprise. Sur le plan commercial, la gestion des ressources humaines va contribuer au recrutement de personnel de vente efficace et motivé. Grâce à eux, les ventes pourront donc être améliorées. Sur le plan financier, une gestion pertinente du personnel va permettre de limiter les dépenses liées au salaire. Le salaire ne sera plus seulement un coût pour l'entreprise, mais un investissement. Sur le plan stratégique, enfin, la fonction ressources humaines permet à l'entreprise de se différencier de la concurrence grâce à l'excellence de son personnel. Ses salariés
vont permettre à l'entreprise de créer une valeur supplémentaire pour les clients. La fonction marketing et vente regroupe l'ensemble des activités et processus permettant à une entreprise de comprendre les attentes des consommateurs et la situation du marché sur lequel elle évolue, et d'essayer d'influencer le comportement des consommateurs dans le sens de ses objectifs. L'importance de la fonction marketing et vente peut s'appréhender à plusieurs niveaux. Sur le plan financier, les études de marché permettent de choisir au mieux les produits qui seront plus rentables pour l'entreprise. Sur le plan commercial, une bonne étude des attentes des consommateurs permettra de vendre plus facilement les produits. Sur le plan stratégique, la fonction marketing et vente permet d'éviter la confrontation avec les concurrents en sélectionnant les clients et produits les plus adaptés aux caractéristiques de l'entreprise. La fonction achat est chargée de procurer les matières premières et composants nécessaires à la production. Ces composants doivent être livrés dans les délais, tout en étant conformes en qualité et en quantité au cahier des charges, c'est-à-dire aux besoins de l'entreprise. L'importance de la fonction achat ou approvisionnement peut s'appréhender à plusieurs niveaux. Sur le plan financier, la politique d'achat contribue à la rentabilité de l'entreprise en influant sur les coûts des composants et donc sur la marge de l'entreprise. Sur le plan commercial, la fonction d'approvisionnement permet de fournir des produits de bonne qualité tout en évitant les ruptures de stock. Sur le plan stratégique, la fonction achat va contribuer à la compétitivité de l'entreprise, tant en termes de coûts que de délais. La fonction logistique. Elle se donne pour mission d'optimiser l'ensemble des flux physiques et informationnels de l'entreprise. L'importance de la fonction logistique peut s'appréhender à plusieurs niveaux. En amont de l'entreprise, la gestion des flux en provenance des fournisseurs. Au sein de l'entreprise, la gestion des stocks, manutention des composants, gestion des flux informationnels. En aval de l'entreprise, le stockage des produits, le transport vers les distributeurs et vers les clients. Sur le plan de la production, la logistique détermine les relations entre les différents ateliers et conditionne nettement le rythme et les délais de production. Sur le plan commercial, la logistique va avoir un impact sur les délais pour livrer les produits aux clients en limitant au maximum les ruptures de stock. Sur le plan financier, la logistique, par l'optimisation des flux et des stocks, va permettre de réduire les charges de l'entreprise. Sur le plan stratégique, la mise en place d'une fonction logistique efficace va permettre à l'entreprise de se défendre dans le cadre de la chrono-compétition. La fonction système d'information ou SI a pour mission de piloter et de gérer l'ensemble des matériels, logiciels, personnels, données et procédures qui servent à collecter, regrouper, classifier, traiter et diffuser l'information au sein de l'organisation. À cette fin, ces deux activités principales consistent à gérer les opérations d'exploitation informatique et à gérer des opérations relatives à l'acquisition, au développement et à la maintenance des systèmes informatiques. Sur le plan financier, la fonction informatique procure des fonds convenables à la conception, au développement et à la fourniture des services rentables face à la stratégie de l'organisation. Sur le plan commercial, la fonction SI va assurer la prise en compte indispensable des exigences des relations avec la clientèle, ainsi qu'une très grande ouverture sur l'environnement. Sur le plan stratégique, la fonction informatique définit sa perspective,
sa position, ses plans et ses modèles pour atteindre les objectifs d'une organisation. Toutes ces fonctions support sont externalisables par l'entreprise, c'est-à-dire que les processus qu'elle gère peuvent être confiés à un prestataire de service qui sera alors chargé de les mettre en œuvre totalement ou partiellement. Un processus est une suite continue d'opérations, d'actions, constituant la manière de faire ou de fabriquer quelque chose. Il comporte une entrée qui correspond au démarrage du processus et une sortie qui correspond à la fin de la réalisation du processus. Chacune des fonctions de l'entreprise gère de nombreux processus ou macro-processus qui peuvent eux-mêmes comporter plusieurs sous-processus ou processus composés à leur tour de tâches, actions ou opérations. La fonction comptabilité-finance gère les processus de la comptabilité fournisseur, de la comptabilité générale, celui de la comptabilité client et assimilé, celui de la gestion de trésorerie, le processus de contrôle de gestion. La gestion de la trésorerie est un exemple de macro-processus, car il comprend notamment les processus de gestion prévisionnelle de trésorerie, de gestion du solde, de contrôle de la trésorerie. La fonction ressources humaines gère généralement le processus de recrutement, le processus d'intégration, le processus de rémunération, le processus d'évaluation, le processus de gestion des compétences. La gestion des compétences est un exemple de macro-processus qui comprend, entre autres, le processus d'entretien annuel, le processus de formation, le processus de gestion prévisionnelle des emplois, etc. La fonction marketing-vente s'occupe du processus d'étude de marché, du processus de positionnement, du processus de merchandising, du processus de promotion des ventes, du processus de contrôle de la politique marketing, du processus après-vente. Les processus cités sont en réalité des macro-processus. Le macro-processus après-vente pouvant englober notamment le processus de gestion des réclamations, le processus de fidélisation, le processus de rétention de la clientèle. La fonction achat gère le processus achat. Il peut parfois être considéré comme un macro-processus, par exemple lorsqu'il intègre d'autres processus tels que le processus de sélection ou d'homologation des fournisseurs. La fonction logistique, complémentaire de la fonction achat, s'occupe du processus de gestion des stocks et des flux, du processus de transport, d'enlèvement, de conditionnement, de distribution entre autres. La fonction système d'information gère des macro-processus tels que la stratégie des services, la conception des services, la transition des services, l'exploitation des services et l'amélioration continue des services. Le macro-processus de l'exploitation des services comprend par exemple des processus tels que celui de la gestion des demandes, la gestion des problèmes ou encore la gestion des incidents. Ainsi que je vous le disais précédemment, chacun des processus comprend des tâches, des opérations ou des actions. Ces tâches, opérations ou actions peuvent être automatisées ou réalisées manuellement. C'est aux différents acteurs qui entrent en jeu dans les processus que nous allons nous intéresser à présent. Vous vous doutez que nous n'allons pas étudier chacun des processus de chacune des fonctions de l'entreprise. Cependant, en nous intéressant de près aux interactions de l'entreprise, et donc au contact interne et interne des différentes fonctions, nous allons pouvoir situer la fonction centre de contact d'une entreprise. Vous verrez que comme les 5 sens, le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat, la vue, qui permettent à l'homme de percevoir le monde qui l'entoure, la fonction centre de contact permet à l'entreprise de percevoir également ceux qui l'entourent. Les relations avec les partenaires extérieurs.
Nous étudierons les différents partenaires et ensuite nous verrons les relations avec les partenaires. L'entreprise a plusieurs partenaires. Les fournisseurs, les clients, l'État, les organismes financiers, les sociétés d'assurance et les associés. Nous allons étudier chacun de ces partenaires. Les fournisseurs. Le fournisseur est l'entreprise chez qui on s'approvisionne. On peut lui acheter des biens et ou des services. Une même entreprise peut avoir différents fournisseurs. Les clients. Le client est le particulier ou l'entreprise auquel on vend les biens et ou les services. L'État. L'État est chargé de collecter les impôts et les taxes des organisations. L'État peut aussi contribuer au financement des organisations en leur accordant des subventions. Les organismes financiers. Les organismes financiers participent au financement des organisations en accordant des prêts. Ceux-ci permettent également de déposer l'argent sur un compte bancaire. Les sociétés d'assurance. L'assurance est un système qui permet de prémunir une entreprise contre les conséquences financières et économiques liées à la survenance d'un risque. Les associés. Les associés sont des personnes physiques ou morales qui détiennent une part du capital dans une société. On les appelle associés pour les SARL et les EURL, ou actionnaires pour les SA, SAS ou SASU. Les différents documents commerciaux. Pour chacune des étapes de la relation commerciale, il existe un document particulier. Pour la phase de négociation, il existe le devis. Pour la commande, le bon de commande. Pour la phase de livraison, le bon de livraison. Pour la facturation, la facture. Et enfin, pour le règlement, notamment le chèque. Un devis est un document écrit par lequel un fournisseur ou un prestataire de service propose un prix pour un bien ou un service. Il est établi par le fournisseur préalablement à l'éventuelle conclusion de la vente avec son client. Le bon de commande est établi par le client dans lequel il détaille les biens et services commandés. Le bon de livraison est un document commercial établi par le fournisseur et remis au client au moment de la réception des marchandises ou à l'achèvement de la prestation. La facture est le descriptif détaillé de la transaction passée entre le fournisseur et son client. Elle est établie en 2 exemplaires. La responsabilité sociétale de l'entreprise RSE, qu'est-ce que c'est? La responsabilité sociétale de l'entreprise RSE correspond à l'ensemble des actions qu'une entreprise met en place en faveur du développement durable, c'est-à-dire d'un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable repose sur l'équilibre entre 3 objectifs. Développer l'économie, tout en protégeant l'environnement et en répondant aux besoins de la société en matière de logement, de santé ou d'éducation notamment. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une petite introduction à la logistique. Tout d'abord, le plan de cette formation est programmé comme suit. Premièrement, on va voir l'étymologie du mot logistique, la définition de la logistique, les stades d'évolution, les objectifs et les principales fonctions.
On commence par l'étymologie du mot logistique. La logistique, c'est un concept polymorphe, c'est-à-dire à plusieurs formes. Chacun le définit avec sa propre vision. Premièrement, ce mot a d'abord une origine mathématique. Il signifie ce qui concerne le raisonnement, ce qui est relatif au calcul, donc logistikos. Et le philosophe grec Platon, c'est le premier qui va utiliser le mot logistikos. Il désigne la logistique comme le calcul pratique. Aussi, il a plusieurs racines grecques. Logisticus, il a la même signification. Logikos qui signifie logique. Logos, ordre. Logistio, avant tout administrer. Et deuxièmement, a une origine militaire. Donc, la logistique provient du grade d'un officier en charge du logis, celui qui s'occupe des troupes lors du combat. Comme il précise Henry Jomini dans son ouvrage L'art de la guerre, il a dit qu'on donne le grade de major général des logistes à un officier qui avait la fonction de loger ou de camper les troupes, de diriger les colonnes, de les placer sur les terrains. En passant maintenant à la définition de la logistique, j'ai choisi deux fameuses définitions. Donc, la première définition, la logistique est l'intégration de deux ou plusieurs activités dans le but d'établir des plans, de mettre en œuvre et de contrôler un flux efficace de matières premières, de produits semi-finis et produits finis, de leur point d'origine au point de consommation. Ces activités peuvent inclure le type de service offert aux clients, la prévision de la demande, le contrôle des stocks, la manutention des matériaux, l'organisation de transport, l'emballage, le service après-vente, etc. Alors, cette définition indique que la logistique planifie, met en œuvre et contrôle. Le mot est très important, ce qui signifie que la logistique devrait être impliquée dans les trois activités: planifier, mettre en œuvre et contrôler, et pas seulement un ou deux. Et de contrôler un flux efficace. Par exemple, si une entreprise promet que toutes les commandes seront expédiées dans les 24 heures, suivant la réception, quel pourcentage des commandes sont effectivement expédiées dans les 24 heures, suivant leur réception? En revanche, l'efficacité peut être considérée comme la façon dont les ressources de l'entreprise sont bien ou mal utilisées pour réaliser ce que l'entreprise promet. On va voir maintenant la deuxième définition. C'est presque la même, mais ici on va zoomer sur la façon à satisfaire les exigences des clients. Donc le management, je vais lire cette définition. Le management logistique est cette partie du supply chain management qui prévoit, met en place et maîtrise de façon efficiente les flux. Donc, on doit focaliser sur l'efficacité et l'efficience aussi des flux. Les flux, les contreflux et les stocks de marchandises, ainsi que les services et les informations associées de leur point d'origine à leur point de consommation, de façon à satisfaire les exigences des clients. Donc, l'importance de répondre aux exigences des clients est la notion que parce que différents clients ont des besoins et des désirs logistiques différents. Une logistique unique, c'est-à-dire une logistique de masse, dans laquelle chaque client obtient le même type et les mêmes niveaux de service logistique, je pense que ce n'est pas bénéfique pour l'entreprise. Ça ne va pas être un avantage concurrentiel pour l'entreprise. Donc, au contraire, les entreprises devraient envisager des approches logistiques sur mesure. Si une entreprise va envisager des approches logistiques sur mesure, ça va être un avantage concurrentiel. Ça va être un avantage concurrentiel qui va la permettre de
différencier par rapport aux concurrents. On va voir maintenant les stades d'évolution de la logistique. Donc, la période des années 1970, l'appellation était des fonctions traditionnelles, c'est-à-dire on parle juste de transport, distribution, stockage. Et plusieurs personnes maintenant en 2021, ils confondent transport et logistique. Le transport, c'est une partie de la logistique. La logistique se compose de plusieurs fonctions, plusieurs activités, approvisionnement, production, distribution, manutention, emballage. Il n'est pas que le transport seulement. Le transport, c'est qu'une activité de la logistique. Donc, dans les années 1990, donc il a été vraiment les chocs pétroliers, une économie qui n'est pas équilibrée. Donc, l'objectif, c'est recherche d'une maîtrise des coûts dans un environnement régulé. Dans les années 1980, on a l'apparition de l'appellation de la logistique, donc la naissance de ce concept. L'objectif, c'est la sélection des opérateurs et politiques d'achat dans un environnement international libéralisé parce qu'on a les échanges internationaux, les exigences des clients par rapport à la qualité, le coût, les délais, etc. Donc, ce qui euh, permet l'apparition du mot logistique. Dans les années 1990, on a la naissance du concept de supply chain management. Donc, l'objectif, donc c'est un contexte bien sûr, de globalisation. On cherche à gérer les relations de des fournisseurs et des clients des clients. Donc, la chaîne logistique devient plus large, devient globale. L'objectif, c'est prise en compte de l'ensemble des coûts et du processus de production, transport et distribution avec ingénierie des flux et consolidation des process. On passe aux objectifs de la logistique. La logistique a pour objectif de minimiser les délais, minimiser le temps de passage des commandes, le temps de transport, le temps d'attente, le temps de préparation des commandes, le temps d'expédition, le temps euh, aussi le temps de production, le temps d'approvisionnement. Donc, ils cherchent toujours à minimiser les délais et minimiser aussi les coûts de position, de transport, de manutention. En même temps, augmenter la qualité. Donc, c'est un enjeu pour les logisticiens de minimiser les coûts et en même temps augmenter la qualité de l'entreprise qui va réussir à minimiser les délais, les coûts et augmenter la qualité, ce qu'on appelle le triangle d'or. C'est très important ce triangle parce que ça va constituer un avantage concurrentiel, une entreprise qui augmente la qualité pour le client, c'est en même temps il minimise le coût, en même temps il offre des produits à un prix compétitif, donc ça va l'aider à différencier par rapport les autres concurrents. Donc voilà, c'est ça les principaux objectifs de la logistique. On va voir maintenant la dernière partie qui est les fonctions de la logistique. Premièrement, on a la logistique d'approvisionnement. L'approvisionnement regroupe l'ensemble des activités qui contribuent à l'acquisition des matières ou des services dont on a besoin. Donc, on va voir
l'approvisionnement, la gestion de stock, le transport, etc. dans un autre vidéo. Maintenant, je vais juste dire qu'est-ce que ça veut dire l'approvisionnement, qu'est-ce que ça veut dire la logistique de fabrication, de distribution, de retour et de transport. Donc, pour l'approvisionnement, comme j'ai dit, c'est l'ensemble des activités qui contribuent à l'acquisition des matières. La logistique dans ce contexte intègre la détermination des quantités de commandes, la recherche des sources d'approvisionnement, les achats, passation de commandes, la gestion des magasins, la gestion des stocks, la livraison. Tout ce qui concerne les activités pour acquérir les matières et la logistique des chaînes de fabrication. Donc, la chaîne de fabrication et des ressources matérielles, par exemple les machines, les équipements utilisés pour la transformation des matières en produits semi-finis et finis. La logistique des chaînes de fabrication consiste donc à mettre en œuvre les activités de planification des besoins en composants, gestion des stocks, des encours de production et des produits semi-finis. La gestion euh, des données techniques de la production, l'ordonnancement par exemple, et la planification de la production. On va voir les méthodes d'ordonnancement, la méthode la méthode de Gantz. Et on va voir aussi la planification de la production, la manutention entre les unités de fabrication. On a aussi la logistique de distribution et la logistique de retour ou reverse logistics, c'est-à-dire la gestion des flux retour et l'acheminement d'emballages vides ou de marchandises généralement hors d'usage du lieu de consommation finale au lieu de fabrication. Ces marchandises sont retournées pour la réutilisation, la réparation, le recyclage ou la destruction définitive. Aussi, on a la logistique des transports qui se décompose en trois principales activités: la détermination des réseaux de transport, la planification des transports et la gestion du parc de véhicules. Donc, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir la différence entre magasin, entrepôt et plateforme. Ces termes ont un dénominateur commun qui est l'activité de stockage. On commence par l'entrepôt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un entrepôt? L'entrepôt, c'est un lieu dans lequel les marchandises sont stockées dans une longue durée, généralement situé dans des zones périurbaines ou à proximité des usines de production. Ils sont utilisés par les entreprises industrielles, les entreprises d'import et d'export, les douanes par exemple, les organismes internationaux. Donc, l'entrepôt est une zone de stockage où les produits sont entreposés pendant un certain temps, donc pour une longue durée, avant d'être utilisés en l'état ou transformés. Et maintenant, on passe à définir la plateforme. Donc, la plateforme logistique est un lieu où convergent les colis qui proviennent de différents fournisseurs. La marchandise est déjà emballée et les colis ne font que transiter. Ils passent directement de la plateforme de déchargement vers la plateforme d'expédition. Alors la plateforme est considérée comme une zone de stockage temporaire où l'entreposage ne dépasse pas 24 heures. Par contre, l'entrepôt, c'est un lieu de stockage pour une longue durée. Donc, stockage ne dépasse pas 24 heures et est un lieu où on fait une massification des flux, le groupage, dans le but de réorienter les marchandises vers des différentes destinations. C'est ce qu'on appelle le cross-docking.
Et maintenant, on va voir la définition du magasin est le lieu où la marchandise est offerte pour la vente au détail aux clients. En outre, c'est un lieu de stockage des pièces dédiées essentiellement à la production. Alors, le magasin désigne un grand établissement commercial où sont exposées des marchandises pour la vente en gros ou en détail, réunissant en un même lieu de nombreux rayons spécialisés. Donc, maintenant, on doit savoir la différence entre entrepôt et magasin. La différence fondamentale entre magasin et entrepôt se situe à plusieurs niveaux. On va voir la différence au niveau de la forme des infrastructures, le mode de gestion des emplacements, le volume et au niveau de l'emplacement. On commence par la forme des infrastructures. Pour les entrepôts, l'entrepôt est un espace logistique, donc les infrastructures peuvent avoir deux formes bien distinctes. Un entrepôt peut être ouvert et l'entrepôt peut être aussi couvert ou fermé comme un magasin. Mais le magasin, quant à lui, est toujours couvert. Au niveau du mode de gestion des emplacements, dans le cas d'un entrepôt, la gestion des emplacements est dynamique. Donc, un produit peut changer ou occuper différents emplacements. Ce changement d'emplacement peut trouver sa justification dans le fait que l'entrepôt peut appartenir à plusieurs clients différents. Par contre, dans le magasin, la gestion des emplacements est généralement statique. Chaque article a un emplacement fixe qui ne change que très rarement au cours du cycle de vie du magasin. Les mêmes produits sont régulièrement approvisionnés en l'absence d'un produit. Au niveau de l'emplacement, l'entrepôt se situe à l'extérieur de l'usine de production, dans son entourage immédiat, dans la même ville et parfois même hors de la ville, donc dans le but de faciliter l'accessibilité des produits aux clients. Par contre, le magasin est à l'interne de l'usine de production. Son rôle est de stocker et de ravitailler en temps réel la chaîne de production en inputs et dans certains cas, de stocker également les outputs de production. Au niveau de volume, le volume dans le cas de l'entrepôt, c'est au moins égal à 500 mètres cubes. Pour le magasin, le volume est inférieur à 500 mètres cubes. Bonjour chers téléspectateurs, de nouveau avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le cours Supply Chain Management, et on va commencer par une première partie sur les origines et l'évolution de la notion logistique ou du concept logistique. Alors, le mot logistique est d'origine militaire. Pour les stratèges du 19e siècle, la logistique, c'est l'art pratique de déplacer les armées et de les ravitailler en établissant et en organisant leurs lignes de ravitaillement. Dans logistique, il y a le concept logos qui exprime ou qui définit l'esprit, ce que l'on retrouve dans les mots logique, syllogisme, syllogistique et dans un certain nombre d'expressions mathématiques et qui exprimaient la complexité de la logistique. Alors, lorsqu'on parle des origines de la logistique, la première notion qu'il faut révéler, c'est la logistique savante, et ce qui représente l'organisation des lignes d'approvisionnement entre les magasins et les armées en campagne. Alors, dans cette logistique, il faut donc assurer des moyens de transport pour bien sûr assurer donc les lignes d'approvisionnement entre les magasins et les armées, les chariots, en rendant toujours l'application difficile et le principe de subsistance sur le terrain qui va rester dominant jusqu'au XXe siècle. Alors, les techniques développées dans le domaine militaire seront par la suite adaptées aux activités industrielles, bien sûr pour gérer les flux des produits. Alors, commençons par un peu d'histoire et par la première période de l'histoire de la logistique, celle qui
représente donc la période 1950-1975 et qui parle de la notion de la logistique séparée. C'est une logistique qui est basée sur le principe qu'il faut produire. Donc, durant cette période, l'économie est en pleine expansion, la demande des consommateurs est très forte, les entreprises cherchent à produire les plus grandes quantités possibles pour satisfaire la demande et dans ce cas, la concurrence étant très faible, les producteurs ne se soucient pas du raccourcissement de leurs délais. La deuxième période, c'est entre 1975 et 1985, et ce qui représente la notion de logistique intégrée. Dans ce cas, il y a l'évolution du marché, l'apparition de la concurrence, l'apparition du concept de la qualité et l'optimisation des coûts. Et donc, cette période est caractérisée par le début d'une stabilisation de l'économie et nous nous retrouvons face à un marché qui a les caractéristiques suivantes. Donc, l'offre égale la demande, les prévisions des ventes sont fiables, les priorités du producteur sont la qualité et la flexibilité, la durée de vie du produit moyenne, le choix du client devient très diversifié et donc le client est devenu un roi. Dans ce cas, on est dans une philosophie managérielle de zéro stock et de zéro délai. Et donc tout cela représente ce qu'on appelle la finalité ou la performance de la productivité logistique. Donc tous ces éléments-là cherchent à améliorer donc la productivité logistique. Alors pour assurer la survie et le développement de l'entreprise, de nouveaux concepts vont voir le jour dans cette période-là. On parle de la Total Quality Management, le juste à temps, le MRP, Material Requirement Planning, ou ce qu'on appelle le management des ressources de production. Alors l'informatisation de l'entreprise avec l'arrivée des premiers ERP, Enterprise Resource Planning, va permettre donc une prise de conscience du rôle transversal de la fonction logistique. Et donc, les années 80 ont marqué le début de l'évolution de la considération des fournisseurs et des clients. Et dans ce cas, le mot-clé de la période, c'est le partenariat. Donc là, on cherche à établir des relations de partenariat entre, bien sûr, les clients et les fournisseurs. La troisième période, c'est la période de la logistique coopérée, ce qu'on appelle la logistique processus. Donc c'est à partir des années 90, avec l'apparition de la notion de chaîne logistique. Alors là, dans cette période, la situation concurrentielle est de plus en plus forte du fait, bien sûr, de la baisse de la demande. Le comportement des consommateurs est très incertain et donc l'entreprise se voit obligée de toujours plus personnaliser son offre. Et bien sûr, le marché est désormais mondial, donc continental. Il regorge d'une multitude de produits plus ou moins différents à des prix qui sont toujours plus attractifs. Et donc, c'est vraiment une concurrence qui est de plus en plus accrue. Alors, lorsqu'on parle de cette transition logistique à la supply chain, donc là, il y a vraiment trois éléments ou trois périodes qui ont marqué cette transition. Et donc ces périodes ont été regroupées dans ce schéma-là. Donc en premier, on parle de la logistique savante avec donc ses origines militaires, de la logistique. C'est l'art, comme j'ai dit, de combiner les moyens de transport, le ravitaillement et le logement. Par la suite, dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'émergence de la logistique savante. Et donc, c'est avec, bien sûr, le concept de life cycle cost. Donc, cela représente ou rentre dans ce qu'on appelle le cercle des programmes militaires. Donc, à l'origine, la logistique, c'était vraiment dédié aux programmes militaires. Alors par la suite, avec l'essor de l'informatique, avec la création des MRP, des codes à barres dans les années 70, et puis l'essor des systèmes Toyota, le concept du statant, les nouvelles contraintes, la notion du processus dans les années 80. Alors, et puis, donc, les années 90 sont caractérisées par la logistique transversale et devient donc globale, donc avec l'apparition des ERP, du concept supply chain. Bien sûr, ce concept-là qui va devenir un outil de management global dans les années 2000.
Et donc, voici, si on peut dire, l'histoire ou l'évolution de la logistique dans, bien sûr, le temps. Donc, depuis les années 90, 70, 70, donc 70, 60, 70 jusqu'aux les années 2000. Alors, durant sa phase de lancement, la fonction logistique se révèle souvent un département ou un service de soutien, rien d'autre. Un soutien aux activités de distribution, de production, d'approvisionnement qui est tourné vers des objectifs d'optimisation des flux. Alors ça représente juste un département ou un service de soutien. Mais dans la phase de maturité, il est plutôt centré sur ce qu'on appelle l'exploitation des gisements. Et donc là, de productivité qui sont potentiels, ils sont liés à la coordination bien sûr des ressources et des moyens opérationnels. Mais dans sa phase de déclin, au sens de contradiction, on peut dire sa phase vraiment de top. La fonction logistique se concentre essentiellement sur des activités de supply chain. Donc, ça est devenu un outil de management global. Et donc là, on parle du pilotage stratégique avec les concepts benchmarking, les projets d'externalisation. On parle de l'audit, les méthodes de qualité, l'élaboration des plans de progrès. Et dans ce cas, les systèmes d'information, les ERP, se révèlent donc partagés et intégrés, bien sûr, dans ce qu'on appelle la chaîne logistique ou supply chain management. Alors là, la chaîne logistique, c'est vraiment c'est la représentation de trois types de flux. Donc on parle des flux financiers, des flux de marchandises ou des flux bien sûr de production et les flux d'information. Et donc là, il y a deux types de logistique ou deux notions de logistique qui rentrent en place. C'est la logistique amont et la logistique aval. Donc tout ce qui est amont, il est en relation avec les fournisseurs et tout ce qui est aval, c'est en relation avec les clients. Et donc là, chaîne logistique, donc là c'est une chaîne où il y a plusieurs processus qui sont intégrés. Ça représente donc ce qu'on appelle qui sont liés entre eux et ce qui représente donc la notion de chaîne. Donc il y a le processus approvisionnement, le processus production, processus distribution et donc ce qui représente vraiment une chaîne logistique. Alors, quels sont maintenant les niveaux de maturité de la logistique? Alors, lorsqu'on parle des niveaux de maturité, il y a le premier niveau, c'est la logistique traditionnelle. Alors, c'est le départ, on peut dire, de la logistique. Dans ce cas, donc, la logistique représente juste une fonction d'exécution des opérations physiques et bien sûr des opérations d'entreposage et de transport. Donc là, on parle de la qualité fiabilité des livraisons qui est peu prévisible. Il n'y a pas de réflexion approfondie sur les processus logistiques et peu d'indicateurs et de suivi. Deuxième niveau, ou le niveau numéro 1, c'est la logistique fonctionnelle. Donc là, la logistique, ça devient vraiment une fonction opérationnelle de pilotage des flux physiques et des flux de production et également de distribution. Donc là, il y a une vision linéaire de la chaîne logistique. Chaque fonction est motivée par ses propres indicateurs et il y a une sous-optimisation d'ensemble en résultat. Là, on parle des systèmes, donc là, de la logistique qui est vraiment informatisée. Donc, c'est un niveau là où il y a vraiment une intégration des systèmes d'information interentreprises. Alors, qu'est-ce que la supply chain management? On appelle supply chain management ou ce qu'on appelle en français la gestion de la chaîne logistique. Donc, ça représente la gestion de tous les processus contribuant aux activités d'une entreprise ou d'un secteur d'activité et de tous les intervenants qui vont participer directement ou indirectement à ces activités-là. Et donc, c'est gérer, c'est organiser, c'est synchroniser un ensemble d'activités afin d'atteindre un ou plusieurs objectifs tout en respectant certaines contraintes. Alors, la supply chain, c'est une organisation destinée à livrer quoi? Le produit attendu, au niveau de qualité attendu, au bon endroit, en temps et à l'heure, tout en respectant les exigences, les engagements de service et tout cela au moindre coût global. C'est une organisation en processus et en flux. Alors, orientée vers la satisfaction client, coordonnant les contributions de toutes les parties prenantes pour atteindre bien sûr le niveau de
performance attendue et bien sûr dont la performance logistique est constamment mesurée et suivie. Donc, dans la supply chain, il y a 3 types de flux, comme j'ai dit. Il y a les flux d'information, il y a les flux physiques et les flux financiers, et ce qui représente la chaîne logistique globale. Alors, la supply chain, c'est, donc lorsqu'on parle des flux d'information, c'est généralement pour manager, pour planifier, pour coordonner entre les différents processus. Alors là, les flux physiques, ça représente les flux d'approvisionnement, ça représente les flux de production, de fabrication, de transformation, également les flux de distribution, de vente et de suivi. Et les flux financiers, ça représente bien sûr le retour entre, donc là, de l'amont, bien sûr, de l'aval vers l'amont. Alors, quelles sont les raisons d'être de la conception d'une supply chain management? C'est la globalisation des entreprises, c'est la recherche d'une plus grande productivité qui a conduit les entreprises à s'attaquer aux fonctions qui sont horizontales, c'est la démarche qualité totale et bien sûr c'est pour maximiser la rentabilité et pour bien sûr assurer des progrès qui sont fulgurants de l'outil informatique. Donc là, il y a l'adoption d'une telle démarche où bien sûr l'informatisation est devenue vraiment obligatoire. Pourquoi la supply chain est vraiment importante dans la gestion stratégique? Parce que les économies d'échelle nécessitent une coordination parfaite des opérations globales. Bien sûr, parce que les coûts logistiques peuvent être très importants et il faut faire en sorte d'avoir des activités logistiques qui sont vraiment efficientes. Pour assurer un niveau de service et une performance logistique uniforme, peu importe où les opérateurs se déroulent. Pour maintenir l'image de l'entreprise via bien sûr un système de distribution qui est vraiment performant et pour assurer un flux qui est continu à travers toute la chaîne logistique. Donc, pour récapituler, Supply Chain Management, c'est améliorer le service client, c'est réduire donc le BFR, c'est améliorer la rentabilité de l'outil de production. C'est vraiment des enjeux qui sont axés sur les clients et sur la rentabilité. Donc, les cibles, il y a 2 types de cibles, il y a les clients internes et les clients externes. L'objectif, c'est la supply chain et à travers des moyens d'intégration et de coordination. Chers téléspectateurs, si vous avez bien sûr aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne. Alors en réponse à votre demande, la vidéo prochaine se portera donc essentiellement sur les processus en supply chain management et particulièrement sur celui de l'achat et l'approvisionnement. Donc merci pour votre attention et à la prochaine. La logistique dans les opérations militaires revêt une très grande importance. Jomini, dans son précis de l'art de la guerre, explique que la logistique, en fait, c'est l'art pratique de mouvoir les armées. Alors le mot logistique venant du grec, logistiquer étant l'art du calcul pratique pour les Grecs, et logistéo consiste à administrer. Donc on voit que finalement la définition que donne Jomini de la logistique n'est pas très éloignée des racines grecques et du terme. Je m'appelle Valérie, je suis responsable logistique. Alors, un responsable logistique a un objectif principal, c'est-à-dire de servir les clients tout en optimisant les coûts de distribution. Livrer les clients en temps et en heure, conforme à ses attentes, avec une gestion des coûts, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit rentable. Donc, on va optimiser les moyens de production, c'est-à-dire les moyens matériels et humains pour préparer des commandes et les livrer en temps et en heure. Concrètement, au quotidien, c'est gérer une exploitation avec des collaborateurs qui font partie de la préparation, l'expédition, le magasinage et des partenaires externes. Donc ça peut être du transport externe et des fournisseurs. Vous avez plus de 15 variables qui vont déterminer votre salaire. Donc premièrement, évidemment, en fonction de votre pays, le salaire va être très différent. Donc si je prends par exemple le salaire moyen brut d'un supply chain manager avec prime, vous êtes à peu près à 28K, donc K c'est pour milliers d'euros, donc 28 000 euros au Maroc, vous êtes à 60 000 en France, 62 en Belgique, 68 au Canada,
80 aux États-Unis, 85 en Australie et 110 000 jusqu'à 110 000 en Suisse. Donc vous avez des écarts qui sont très importants. Évidemment, vous avez aussi des coûts de vie qui sont très différents. Donc moi, personnellement, je gagnais très bien ma vie en Australie, mais j'avais un loyer qui était très important et j'avais même des amis qui payaient jusqu'à 25 000 euros pour une crèche pour un enfant. Donc ça dépend aussi du coût de la vie, mais forcément, faites attention au pays dans lequel vous allez regarder. Ensuite, par ville, si je prends simplement la France, Supply Chain Manager, vous voyez que vous avez un salaire qui est supérieur dans la capitale à Paris que à Lyon par exemple, et vous allez trouver des salaires qui sont plus élevés. Pourquoi? Encore une fois, parce que le coût de la vie est plus important et aussi parce que de grandes entreprises sont souvent implantées dans les capitales, donc vous trouverez des postes à plus haute responsabilité dans les grandes villes. Ensuite, par secteur, vous allez trouver des salaires différents, donc je vous conseille toujours de cibler des secteurs en croissance et porteurs, donc par exemple le luxe ou la santé ou les produits de grande consommation. Ça sera plus compliqué dans les industries lourdes ou dans les industries qui sont en train de se délocaliser, donc faites attention toujours à aussi récupérer les données du secteur en question. Vous avez ensuite évidemment le type d'entreprise, donc entre Louis Vuitton et une PME familiale, vous n'aurez clairement pas les mêmes salaires, mais aussi pas les mêmes responsabilités. La taille d'entreprise va forcément impacter votre salaire, donc sur une petite entreprise, donc là on est sur les supply chain managers aux États-Unis, on a un ratio, voilà, on peut gagner jusqu'à plus de 30% entre une petite entreprise et une entreprise de plus de 10 000 employés. Donc on a ensuite la définition du métier, donc pour un même titre, on peut avoir des responsabilités qui sont différentes. Par exemple, moi je vois souvent supply chain manager sans management, donc sans équipe. Alors forcément pour moi, vous allez gagner moins que si vous gérez une équipe comme moi à l'époque de 15-20 personnes. Donc vous allez avoir des salaires qui seront très différents, faites attention vraiment à la définition du poste. Vous avez ensuite le diplôme et le niveau d'études, donc on voit ici que par exemple un niveau licence gagnera en général moins qu'un niveau master et MBA. Le nom de l'école est aussi très important, donc notamment en France on est très attaché à nos fameuses grandes écoles et donc vous avez des fameux grilles de salaire en fonction de ces écoles. Moi je pense que c'est pas forcément une bonne chose, surtout après 10-15 ans d'expérience et surtout pour moi les compétences et les performances qui comptent, mais voilà, vous avez beaucoup d'entreprises qui prennent encore en compte ces écoles pour déterminer vos salaires. Vous avez ensuite l'ancienneté, donc forcément entre un supply chain manager qui va débuter, vous serez plutôt autour de 52 000 euros avec prime, alors qu'un supply chain manager avec de l'expérience, vous serez plus autour de 60-65 000 euros en France. Les compétences sont aussi importantes dans votre salaire, donc si vous maîtrisez notamment des outils comme SAP, vous êtes un roi sur Excel, vous pouvez tout automatiser avec des macros. Voilà, vous avez une certification Black Belt dans l'industrie où vous allez maîtriser, voilà, vous avez un permis sur certains outils de manutention en logistique ou par exemple vous parlez chinois, mais clairement ça va aider, vous allez pouvoir être peut-être mieux rémunéré que la moyenne. Ensuite, ce qu'on oublie souvent dans les salaires, c'est ce qu'ils prennent en compte les primes et les bonus. Donc moi, personnellement, notamment en début de carrière, j'avais un salaire brut qui était fait, mais j'avais des grosses primes qui étaient en plus très régulières. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Donc ça peut être des primes, des dividendes, ça peut être des stock options. Vous avez aussi les avantages en nature. Donc est-ce que vous allez avoir une voiture, vous allez avoir l'essence payée, la nourriture, les voyages, etc., etc. Prenez vraiment tout en compte. Et ça, généralement, on ne le voit pas bien dans les études de salaire. Un autre point important, ce sont les impôts. Donc moi personnellement, voilà, je vous disais, j'avais un salaire brut qui était plus faible, j'avais des grosses primes, mais en plus ces primes, je pouvais les bloquer pour payer moins d'impôts dessus. Et donc ça, c'est vraiment très important, on en parle très peu, mais regardez toujours le salaire net que vous avez à la fin de l'année et pas seulement le salaire brut. Ensuite, j'avais certains amis qui avaient des primes sur des niveaux de risque, donc notamment en Chine, donc expatriés en Chine, et donc ils avaient une prime suite à la pollution et donc les problèmes de santé que ça pouvait impliquer. Voilà, j'avais aussi des amis dans le pétrole qui étaient dans des pays à risque et donc ils avaient 10-20% de salaire en plus juste pour cette fameuse prime de risque. Plus globalement, ce qui est important, c'est que vous soyez performant dans votre job et si vous êtes performant dans votre job, vous devez être mieux payé que la moyenne. Donc moi, par exemple, j'avais un demand planner qui était très performant, qui avait des très bons taux de service avec un stock qui était très faible. Eh bien, je le payais mieux que la moyenne des demand planners de l'équipe parce que cette personne rapportait aussi plus à l'entreprise. Ensuite, en complément de la performance, vous avez aussi le niveau de potentialité. Donc, si clairement dans votre entreprise, vous êtes identifié comme futur leader ou futur expert dans votre domaine, généralement, on va avoir tendance à vous payer plus pour être sûr que vous allez rester dans l'entreprise et on va vraiment miser sur vous. Donc, la potentialité fait aussi partie de la rémunération et personnellement, je l'utilisais dans mes équipes. Et enfin, vous avez aussi la négociation. Donc moi, personnellement, je vous expliquais, je négocie très mal mes salaires en début de carrière. Donc vous allez aussi, grâce à votre négociation et votre pouvoir de persuasion, pouvoir mieux négocier votre salaire.
Je trouve que le plus important en tout cas c'est de le bien négocier quand vous allez entrer dans une entreprise ou quand vous allez négocier une promotion. J'aurai l'occasion d'en reparler pour ceux que j'accompagne. En tout cas, voilà, ce qui est important de retenir, c'est que vous avez 15 variables. Et donc, si vous voulez avoir une idée précise du salaire auquel vous devriez être payé aujourd'hui, il faut être capable de répondre à ces 15 variables. Et c'est pour ça qu'il est très difficile de trouver des études à ce sujet parce qu'il vous faudrait une matrice avec 15 dimensions. Donc avant de vous donner des chiffres, je voulais simplement vous rappeler l'organisation d'une supply chain. Donc vous avez un supply chain manager ou un supply chain directeur qui va généralement animer une partie logistique et transport et entreposage. Vous avez toute une partie demand planning, donc tout ce qui est planification et gestion des prévisions. Vous avez ensuite une partie service client qui est souvent rattachée à la supply chain, en tout cas une partie, avec aussi une partie généralement finance, informatique ou master data. Et dans certaines entreprises, vous avez aussi le département achat qui est rattaché à la supply chain, ça dépend vraiment des entreprises, voire la partie projet, donc vous avez des chefs de projet supply chain ou logistique qui soit travaillent directement dans les équipes opérationnelles, soit sont rattachés à une équipe projet. Donc on va enfin parler des chiffres, donc je vais commencer par les salaires de la direction. Comment j'ai récupéré ces chiffres? J'y ai passé des heures, voire des journées, et j'ai fait en fait des moyennes de différentes études que j'ai trouvées en France, en kilo-euros brut, avec prime, avec en moyenne 5 ans d'expérience. Et je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment récupérer ces informations par pays, ville et secteur d'activité. Donc concrètement, un directeur supply chain, en moyenne, il va gagner à peu près 95 000 euros, ce qui est un salaire extrêmement confortable. Vous pouvez même aller jusqu'à 110, 120, 130 dans les très grands groupes internationaux. Généralement, ce directeur supply chain, il va animer un directeur logistique, un supply chain manager et un directeur des relations clients. Donc ça dépend vraiment encore une fois de la taille du groupe. Moi j'étais directeur supply chain et j'animais un responsable logistique, c'était pas un directeur logistique parce que je n'avais pas beaucoup d'entrepôts. Mais si vous avez beaucoup d'entrepôts, tout un réseau, vous allez avoir un directeur logistique, donc environ à 75 000. Le supply chain manager qui va vraiment surtout s'occuper de la partie demand planning et tout ce qui est gestion de la prévision, et un responsable du service client ou un directeur si vraiment le service est très important. En parallèle, vous pouvez aussi avoir un directeur achat. Donc le directeur achat gagne, on va dire, quasiment autant que le directeur supply chain, voire plus. Ça dépend vraiment des groupes. Si le groupe est vraiment focalisé sur l'achat notamment de matières premières, vous pouvez avoir des salaires extrêmement confortables en achat, et donc le directeur achat a aussi des bonus très importants. Par contre, si le cœur de métier est surtout la distribution de produits, généralement, la supply chain va aussi animer les achats et va être animée par le directeur supply chain. Vous avez enfin, je l'ai expliqué tout à l'heure, la partie projet. Donc vous avez des directeurs projets ou programmes. Programmes, ce sont des groupes de projets qui gagnent aussi très bien leur vie. Dedans, vous allez retrouver des jobs qui sont très intéressants pour accélérer votre carrière. Donc voilà pour une première vue. Ce qui est intéressant, c'est de voir que clairement, en supply chain, vous allez gagner plus que si vous vous focalisez uniquement notamment en logistique ou dans la partie service client. Maintenant, on va voir par département. Donc concrètement, vous avez ici le directeur logistique qui va animer un directeur entrepôt. Donc ce directeur entrepôt, il va généralement gagner autour de 50-55 000 euros. Donc ça dépend encore une fois de la taille de l'entrepôt et du nombre de personnel qui va travailler dans l'entrepôt. Généralement, vous allez avoir un responsable exploitation qui va donc s'occuper de l'exploitation de l'entrepôt. C'est un peu la seconde main du directeur entrepôt. C'est vraiment le poste avant de devenir directeur. 45 000. Vous avez les responsables de service. Donc vous avez le service expédition, le service réception, le service prélèvement picking, etc., etc. Donc vous êtes autour de 38 000 euros. Ça dépend encore une fois de la taille du service et de l'équipe. Vous avez des coordinateurs logistiques qui vont vraiment surtout s'occuper de la partie flux. Donc ces personnes n'animent pas d'équipe, mais elles vont vraiment faire une grosse partie d'analyse et de relations entre les différents fournisseurs et acteurs qui sont dans l'entrepôt et autour de l'entrepôt. Vous avez des chefs d'équipe, donc les chefs d'équipe qui vont animer les magasiniers autour de 30 000 euros. Vous avez les gestionnaires de stock qui vont s'occuper de gérer les niveaux de stock entre les différentes zones de l'entrepôt ou entre différents entrepôts. Vous avez ce que l'on appelle les manutentions spécialisées, donc ça peut être des caristes ou ça peut être vraiment des métiers spécifiques qui demandent une formation ou par exemple un permis pour pouvoir conduire certains appareils. Et enfin, vous avez les magasiniers, donc c'est les personnes qui vont préparer les commandes, préparer les colis, déplacer les colis. Donc avec un salaire qui sera proche du salaire minimum parce que c'est un salaire qui nécessite peu de formation. Après vous pouvez, moi ce que je vous conseille c'est de vous former un maximum, de vous spécialiser, d'essayer de passer manager ou expert pour pouvoir augmenter votre salaire. Donc voilà pour la partie entrepôt, vous avez vraiment beaucoup de postes. Donc le directeur logistique va aussi animer une partie transport avec un directeur transport. Donc ce directeur transport, encore une fois, ça va vraiment dépendre du volume d'activité et si la partie transport est sous-traitée ou si elle est gérée en interne, mais vous avez un salaire qui est proche, on va dire, d'un salaire de directeur entrepôt.
vous avez un responsable transport. Donc en fonction de la taille d'entreprise, vous avez peut-être directement un responsable transport sans directeur qui va être autour de 38 000 euros. Vous avez ensuite les affréteurs qui vont s'occuper de bien affréter, donc notamment la partie organisation des prélèvements et des camions. Vous avez les chauffeurs spécialisés qui vont gagner autour de 28-30 000 parce qu'ils ont besoin d'avoir des permis nécessaires ou des formations nécessaires pour pouvoir, par exemple, ça peut être des charges très lourdes ou ça peut être des produits dangereux. Et vous avez le chauffeur qui va démarrer avec un salaire, encore une fois, qui sera proche du salaire minimum, un peu plus élevé, en fonction de l'expérience et du type de camion que vous pouvez gérer. Et enfin, le directeur va animer un manager d'une équipe import-export si vous gérez cette activité-là. Donc c'est généralement assez proche de la partie transport, 50 000 euros environ. Donc vous avez un premier métier qui est responsable douane. Donc ça, c'est vraiment si vous devez dédouaner des marchandises. Donc ça peut être un métier d'expert qui peut être bien payé, environ 40 000 euros. Je vous conseille vraiment de vous spécialiser dans des produits qui nécessitent beaucoup de spécialité, beaucoup d'optimisation. Vous avez ensuite les gestionnaires export qui vont s'occuper de l'exportation de marchandises et les gestionnaires import qui vont s'occuper de l'importation. Donc généralement, on gagne un peu plus quand on sait exporter des marchandises parce que généralement, il est plus facile d'importer que d'exporter des marchandises. Et vous avez beaucoup de personnes qui savent faire les deux, import et export, avec un salaire environ autour de 35 000 euros. Et enfin, vous avez des assistants import-export qui vont en gros s'occuper. Donc là, c'est beaucoup d'administratif et de préparation de documents pour pouvoir importer, exporter les marchandises. Donc voilà pour la partie logistique, vous avez beaucoup de métiers avec beaucoup d'opportunités. Et donc avec pour objectif à la fin d'être peut-être pour vous, directeur entrepôt, transport, import-export ou peut-être un jour directeur logistique. Voilà, donc nous avons ensuite le directeur relations clients ou administration des ventes, donc à 70 000 euros. Donc on a toujours un débat, est-ce que le service client doit faire partie de la supply chain? C'est souvent le cas dans les entreprises qui vont distribuer des produits, donc ils vont devoir gérer des commandes avec des fournisseurs et surtout des clients de la grande distribution. Moi je pense que la relation client n'est pas simplement de livrer des colis, c'est aussi toute la partie digitale, et voilà, la partie connaissance du client. Donc je pense pas qu'elle devrait être nécessairement gérée en supply chain, mais ça dépend vraiment de votre cœur de métier. En tout cas, vous avez soit un directeur, soit un responsable service client, voilà, qui est autour de 40 000 euros. Vous allez avoir des superviseurs qui vont gérer voilà, des chargés clientèle. Et vous pouvez aussi avoir des gestionnaires ADV, donc administration des ventes, qui est un métier qui est très administratif, qui va devoir gérer toute la documentation avec les fournisseurs et les clients. Et enfin, vous avez des responsables, ce qu'on appelle master data, donc c'est de mettre à jour, souvent dans un ERP comme SAP, toutes les informations qui sont liées aux clients et aux fournisseurs, donc des prix, voilà, des délais, des adresses, etc., etc. Donc voilà pour la partie service client. Donc moi personnellement, j'animais un responsable, un service client manager qui animait une équipe qui était responsable de communiquer avec notamment mes clients de la grande distribution. Ensuite, nous avons la partie achat. Donc, j'ai déjà parlé que le directeur achat pouvait être ou non annexé à la partie supply chain. Ça dépend de l'entreprise. Vous avez des responsables achats qui vont bien gagner leur vie autour de 55 000 euros en fonction de l'expérience et du portefeuille d'achat, donc du volume d'achat. Vous avez ensuite vraiment énormément d'acheteurs différents, donc qui sont souvent spécialisés, donc notamment acheteurs transport logistique qui vont vraiment gérer toute la partie négociation transport, entreposage, notamment si vous sous-traitez. Vous avez les acheteurs matières premières. Vous avez des acheteurs projets qui vont s'occuper notamment de négocier donc le coût de l'intégration notamment d'un nouveau logiciel, mais aussi le coût des consultants. Et en dessous, vous avez voilà, des assistants achats, donc ce sont souvent des postes en début de carrière ou des personnes qui vont aussi gérer de la donnée fournisseur, donc avec toute une gestion de contrat, qui va devoir être maintenu dans un ERP ou un CRM client. Donc voilà pour la partie achat, vous avez beaucoup d'autres acheteurs, je ne vais pas vous donner le détail, mais c'est juste pour vous donner un peu une idée. Généralement, voilà, acheteur matières premières gagne un peu plus, mais on le retrouve exclusivement dans des très grands groupes qui gèrent des très gros volumes, donc c'est pour ça qu'on retrouve des salaires qui sont plus élevés et on a aussi un niveau de prime qui est assez intéressant en achat, parce qu'on va souvent avoir une prime liée aux économies que l'on va réaliser pour l'entreprise. Donc ensuite, on retrouve le Supply Chain Manager. Donc je vous le rappelle, il peut être soit Supply Chain Director si c'est un très grand groupe, soit Supply Chain Manager si c'est une entreprise de taille intermédiaire. Et donc généralement, il va aussi animer une partie logistique, service client, transport, import-export, voire aussi une partie des achats. Et donc moi, dans mon cas, j'étais directeur Supply Chain et j'animais, voilà ce que je vous dis, un responsable logistique, service client, transport, import-export qui était la même personne. Et par contre, je n'animais pas les achats étaient vraiment séparés. Et donc ce Supply Chain Manager, c'est vraiment le poste que ciblent beaucoup de personnes qui travaillent en supply chain parce qu'il est extrêmement complet.
Vous avez en dessous un poste qui s'appelle le SNOP Manager, qui est aussi un nouveau poste, surtout dans les très grands groupes, donc c'est le Sales and Operation Planning. Donc je ferai vraiment une vidéo à ce sujet, parce que j'ai eu beaucoup de questions, donc j'aurai pas le temps de l'expliquer dans cette vidéo. En tout cas, ça paye très bien et c'est vraiment dans les grands groupes. Vous pouvez aller même beaucoup plus que 55 000 € dans les très grands groupes. Vous avez ensuite en dessous des responsables approvisionnement, des responsables prévision, planification et des demand planners. Vous avez vu, j'ai mis le même salaire, donc parce que j'ai perdu vraiment beaucoup de temps sur ces métiers-là. Ça dépend vraiment de la définition du métier dans l'entreprise, mais en gros, ils vont faire à peu près la même chose. Donc un approvisionnement va gérer tout ce qui est approvisionnement, mais approvisionnement en anglais, ça veut dire supply chain. Vous avez des personnes qui vont faire que les prévisions, donc ça c'est surtout dans les très grands groupes. Vous avez des personnes qui vont faire la planification, mais la planification est extrêmement liée à la prévision. Et vous avez des demand planners qui vont faire de la prévision et de la planification. Donc ça dépend vraiment de comment s'appelle votre métier dans votre entreprise. Ils sont relativement au même niveau de salaire. Bien sûr, si vous commencez dans le métier, vous ne serez peut-être pas à 45 000, vous serez peut-être à 37, 38, 39, voire 35 si vous êtes dans une ville qui n'est pas une capitale. En tout cas, ce sont vraiment des métiers stratégiques pour ensuite devenir SNOP Manager, puis Supply Chain Manager. Pour commencer, vous pouvez aussi démarrer comme coordinateur supply chain, comme on l'a vu en logistique, mais là plus tourné autour de l'approvisionnement et du demand planning. Et vous avez aussi des supply chain analysts qui vont faire beaucoup de reporting, beaucoup d'analyses pour essayer d'améliorer leur process. Et enfin, nous avons la partie projet et programme, donc avec un directeur projet qui peut vraiment très bien gagner sa vie. Donc sachant que les directeurs projets ne sont pas nécessairement spécialisés en supply chain, ils vont gérer l'ensemble des projets de l'entreprise. Donc moi en tout cas je vous recommande vraiment de passer par le poste de chef de projet supply chain. Je l'ai été très rapidement dans ma carrière. Ce sont des salaires qui sont très confortables. Alors moi je gagnais moins parce que j'étais plutôt en début de carrière, mais vous pouvez avoir 48, 50 000 €. Vous avez ensuite des chefs de projet logistique qui vont vraiment s'occuper de l'optimisation des process dans la logistique. Ça peut être aussi des ouvertures d'entrepôts et des flux entre les entrepôts. Et vous avez des chefs de projet transport. Donc vous voyez que les salaires sont un peu différents. Généralement, on est mieux payé en supply chain parce que les projets sont plus globaux et intègrent déjà de la partie logistique et transport. Voilà, alors que si vous travaillez que sur le transport, vous êtes vraiment très focalisé, mais ça dépend encore une fois de la taille de vos projets. Vous avez ensuite des chefs de projet informatique. Donc moi personnellement, quand j'étais chef de projet supply chain, je travaillais avec un chef de projet informatique qui animait des développeurs informatiques, notamment dans des ERP comme SAP. Vous avez des ingénieurs méthodes, donc ça on va plus le retrouver dans la partie industrielle, dans les usines, donc Six Sigma, Kaizen, etc. Donc ces personnes vont optimiser les process notamment de production. Ensuite, vous avez les consultants qui peuvent être internes ou externes à l'entreprise. Donc là, encore une fois, vous avez des salaires qui vont vraiment varier du junior au senior au partenaire. Vous pouvez très bien gagner de votre vie. Par contre, vous travaillez aussi souvent énormément. Donc le salaire horaire n'est pas forcément très intéressant, mais vous allez beaucoup apprendre dans ce genre de métier. Enfin, sur la partie projet, je voulais vraiment mettre en avant deux métiers qui vont vraiment exploser dans les prochaines années. Donc vous avez le métier de data scientist. Donc ce sont les personnes qui vont vraiment se spécialiser dans l'analyse de données. Donc ce sont vraiment des formations qui peuvent être très complémentaires à une formation en supply chain. Donc vous voyez, on est déjà à peu près à 45 000 €. Si vous êtes en plus spécialisé en supply chain, je pense que vous pouvez gagner plus avec de l'expérience. Et enfin, vous avez la star qui sera l'ingénieur intelligence artificielle et data science, donc la personne qui peut tout combiner et créer des systèmes qui vont venir automatiser des processus en supply chain. Donc vous pouvez très bien gagner votre vie. Il est très difficile de connaître les salaires, en tout cas. Ce sont des postes qui sont très recherchés, ils vont l'être de plus en plus en supply chain. Par contre, il faut vraiment savoir coder et aimer les mathématiques. Donc voilà pour tous ces métiers, tous ces chiffres. J'espère que j'ai pas été trop vite. En tout cas, mon conseil, c'est de ne pas trop vous focaliser sur ces moyennes parce que moi aussi, mes chiffres ne sont pas corrects parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte que j'ai expliqué tout à l'heure. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est celui-ci. Le principe du salaire, il est très simple. C'est que clairement votre salaire dépend de votre attractivité et votre attractivité elle va être exponentielle. Donc si je prends deux exemples, le premier, donc on va prendre un parcours vraiment classique en supply chain que je peux expliquer assez souvent. Vous allez démarrer supply chain analyst, vous allez ensuite passer demand planner, puis chef de projet supply chain, puis supply chain manager, puis supply chain directeur. Et donc le message que je veux vous faire passer, c'est que finalement d'avoir gagné 31, 32 ou 33 en début de carrière, c'est pas forcément le plus important. Ce qui compte, c'est d'avoir les bonnes expériences pour pouvoir accéder au poste à forte responsabilité ou à forte expertise. Donc vous voyez que cette courbe, elle n'est pas droite, elle va commencer à monter doucement. Plus 5 000, plus 10 000, plus 15 000, vous allez finir, vous pouvez avoir des augmentations de plus 20 ou 30 000 €. Ce qui m'est arrivé, donc finalement, même si j'ai pas bien négocié mes salaires en début de carrière, j'ai eu la chance d'avoir des bons projets et des bonnes expériences qui m'ont permis d'atteindre des postes à haute responsabilité. Donc si on regarde maintenant les ratios, donc je vous ai mis le supply chain analyst comme x1, et donc
Quand vous allez passer Demand Planner, vous allez multiplier par 1,15 le salaire de Supply Chain Analyst. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au début, encore une fois, vous allez avoir une augmentation qui est relativement faible, et plus vous allez monter dans la hiérarchie, plus ce multiplicateur va augmenter pour faire un x3 par rapport à votre salaire initial. Donc c'est vraiment important de vous viser long terme plutôt que de viser votre petite augmentation de 5 ou 10% l'année prochaine. Un exemple similaire en logistique, vous allez démarrer comme magasinier à 22 000 €, vous allez gagner plus 3 000 gestionnaire de stock, plus 3 000 chef d'équipe, plus 5 000 coordinateur logistique, plus 10 000, plus 15 000 quand vous allez passer directeur entrepôt. Donc si on regarde encore une fois les multiplicateurs, entre un magasinier et un directeur entrepôt, vous avez un ratio de x2,5. Donc encore une fois, il est très intéressant de viser long terme et pas seulement le x1,1 ou le x1,2. Donc pour conclure, je vais revenir sur ce même graphe. Et donc encore une fois, si vous voulez avoir un salaire, vous devez augmenter votre attractivité pour augmenter votre salaire de manière exponentielle. Et pour moi, vous avez 5 piliers qui sont les diplômes et les certifications, les expériences, les compétences, les performances et aussi de savoir se vendre. Donc en conclusion, 5 conseils que je peux vous donner, c'est de viser vraiment long terme. Je vois trop de personnes qui se concentrent uniquement sur leur petite augmentation de l'année prochaine. Augmentez, vraiment soyez focalisés pour augmenter votre attractivité. Continuez toujours à vous former, le diplôme que vous aurez en sortie d'école ne sera pas suffisant, vous devez continuer à vous former toute votre vie. Spécialisez-vous dans des domaines qui sont attractifs, notamment des domaines qui sont techniques. Et enfin, apprenez à vous vendre, notamment pour les francophones et surtout les Français. On n'a pas pour habitude de se mettre en avant, de mettre son profil en avant. Et je pense que c'est aussi très important de savoir se vendre pour pouvoir saisir un maximum d'opportunités. Voilà, donc merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout de cette longue vidéo. J'y ai passé un peu de temps parce que les informations étaient très compliquées à récupérer. Donc j'espère que c'est plus clair pour vous. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder sous la vidéo. Je vous ai mis un lien avec une vidéo privée où je vous expliquerai concrètement comment j'ai récupéré toutes ces informations de métier et salaire. Et je vous partagerai aussi mes conseils basés sur ma propre expérience personnelle pour construire et accélérer une carrière en supply chain et logistique. Donc on se retrouve très vite. Et en attendant, si vous pouvez laisser un petit like ou vous abonner à cette chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. À bientôt! L'impact du bruit sur la santé ne se limite pas à l'oreille. Il y a aussi un impact sur l'organisme en général. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut considérer que le bruit est un véritable stress, que ce stress va déclencher une réponse d'un certain nombre de médiateurs au niveau de l'organisme, en particulier les catécholamines et les glucocorticoïdes. Les premières conséquences de libération de ces neuromédiateurs sur l'organisme, ça va être la création de ce qu'on appelle un état de stress, qui va générer une anxiété avec des variations d'une personne à l'autre. Et si cette anxiété a tendance à s'ancrer, elle peut même parfois évoluer vers des états dépressifs. Ceci a été remarqué et observé chez les personnes qui vivent à proximité de zones très particulièrement bruyantes, comme les aéroports ou les autoroutes. Le fait d'être exposé au bruit va créer un certain nombre de perturbations, en particulier sur le sommeil. Le sommeil va être moins réparateur, il va être entrecoupé de réveils, et donc finalement il y a un état de fatigabilité qui va s'installer. Mais aussi on sait que ça va augmenter le risque de troubles plus importants du sommeil, comme par exemple les apnées du sommeil. Les conséquences de ces troubles du sommeil sont à la fois sur la qualité de vie au quotidien, bien entendu, puisque l'attention dans la journée va être moins bonne. Il peut aussi en découler des troubles de la mémoire, mais aussi ça reste un facteur de risque plus général du point de vue cardiovasculaire. Il a été montré qu'en fait, le fait de vivre dans un environnement bruyant augmentait en particulier l'hypertension artérielle et du coup le risque de maladies coronariennes, angine de poitrine et infarctus. Quand on travaille ou quand on vit dans un environnement bruyant, le meilleur moyen de protéger ses oreilles et son organisme, c'est d'utiliser des bouchons atténuateurs et protecteurs. Ce sont des bouchons qui sont disponibles de façon assez large et qui vont permettre vraiment d'atténuer et de protéger l'oreille dans les circonstances où les niveaux sonores vont être les plus élevés.
Le saviez-vous? Les géants motorisés que vous croisez sur les autoroutes et les aires de repos causent une importante pollution et accélèrent le réchauffement climatique. C'est ce que je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo. En 2017, le secteur du transport routier de marchandises représente 43 milliards d'euros en France. 89%, c'est le pourcentage du transport de toutes les marchandises qui se font par la route. C'est également le 5e plus gros secteur de l'économie en termes de chiffre d'affaires. Pour les riverains de l'autoroute, les files de camions riment avec pollution. Une pollution visuelle, sonore et surtout atmosphérique. En effet, les particules fines, qui sont les résidus du gaz, se mélangent à l'air, provoquant des maladies respiratoires aux populations locales. Elles causent 40 milliards d'euros de dommages annuels en frais médicaux. D'un autre côté, la pollution sonore, quant à elle, nuit aux écosystèmes alentours. Mais d'où vient cet excédent de pollution ? Cet excédent de pollution est dû au just-in-time. Mais qu'est-ce que c'est ? En français, le juste-à-temps est une méthode d'organisation et de gestion de la production propre au secteur de l'industrie qui consiste à minimiser les stocks et les encours de fabrication. D'après Michael Kramer, ancien député européen, le just-in-time a amené les entreprises à ne plus avoir d'espace de stockage. Avant, elles avaient de grands entrepôts où elles déposaient leurs stocks. Ces entrepôts n'existent plus, ou plutôt, ils ont été déplacés sur les autoroutes. La voie de droite s'est transformée en entrepôt mobile et ce sont les contribuables qui le financent. Tout cela génère un trafic monstre du fait que le transport routier est très bon marché. Transporter ces marchandises par la route coûte aux entreprises 50 € de moins par jour par rapport au transport ferroviaire. Depuis le XXe siècle, les émissions de CO2 qui représentent l'ensemble des rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère sont en constante augmentation et participent au réchauffement de la planète. En effet, les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds représentent environ 6% des émissions totales dans l'Union européenne. 75 000, c'est le nombre de décès prématurés chaque année dus aux émissions de dioxyde d'azote sortant des échappements de moteurs diesel. La plupart des camions possèdent un moteur diesel. 8 340 personnes meurent prématurément à cause de la pollution aux particules fines. Vous l'aurez compris, les transporteurs routiers ont un réel impact sur notre environnement. C'est pour cette raison que l'Union européenne devrait revoir son système de taxage afin d'inciter toutes les tailles d'entreprises à utiliser un moyen de transport plus écologique, notamment via le transport ferroviaire. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire ou à partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine. Ce lecteur va équiper tous les poids lourds dans un proche avenir. Voilà, donc voici le boîtier DKV qui va permettre de décompter l'écotaxe pour l'ensemble des transporteurs en France. Un passage sous ce grand portique ou encore à proximité de ces bornes est automatiquement enregistré par géolocalisation. L'écotaxe poids lourd ou taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises doit être payée par tous les camions français et étrangers de plus de 3,5 tonnes empruntant les autoroutes gratuites, les routes nationales, départementales, voire communales. Son coût, 12 à 14 centimes du kilomètre. Chaque année, elle est censée rapporter au moins 1,2 milliard à l'État. La moitié de cette somme sera investie dans la construction de structures ferroviaires ou fluviales,
150 millions d'euros devraient être versés aux collectivités locales pour l'entretien des réseaux routiers. La région Poitou-Charentes va compter dans un premier temps 16 points d'enregistrement par le biais de portiques ou de bornes. L'écotaxe poids lourd devrait entrer en vigueur le 1er janvier prochain. La Terre. Sur notre planète, la Terre, il existe des sources d'énergie inépuisables. Des énergies naturelles qui ne s'épuisent jamais. On les appelle les énergies renouvelables. Le vent ne s'épuise jamais quand il fait tourner les éoliennes. L'énergie éolienne se renouvelle sans cesse. Elle peut faire tourner des moulins et avancer des bateaux. Mais elle permet aussi de créer de l'électricité grâce à d'énormes éoliennes. La rotation des hélices alimente une turbine placée à l'intérieur qui produira du courant sans abîmer notre planète. L'homme devra peut-être s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions. Des sources d'énergie qui se renouvellent sans cesse? Cherchons encore un peu. Mais oui, là où il y a de l'eau, des rivières et des lacs, il y a de l'énergie. L'énergie hydraulique qui produira de l'électricité grâce aux turbines des barrages, sans abîmer notre planète. Et l'homme s'est déjà habitué à la forme de ces nouvelles constructions. Mais cherchons encore un peu. Des sources d'énergie qui se renouvellent sans cesse. Là où il y a la mer, des courants et des marées, il y a de l'énergie. L'énergie marémotrice, naturelle et renouvelable, permet de produire de l'électricité grâce au mouvement des hélices sous-marines, sans abîmer notre planète. L'homme devra encore s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions. Mais cherchons encore un peu. Des sources d'énergie qui se renouvellent sans cesse. Dans les profondeurs de la Terre, où règnent des températures très élevées, on trouve aussi une source d'énergie renouvelable, la chaleur. La chaleur, qu'on va capter par de longs tuyaux, fera tourner les grosses turbines d'une centrale géothermique, sans abîmer notre planète. De la chaleur? Mais il suffit de lever le nez. Qui dit mieux que le soleil? L'énergie thermique du soleil peut être captée pour transformer de l'eau froide en eau chaude, bien sûr. Mais le soleil possède une autre propriété, l'énergie photovoltaïque. Et l'énergie photovoltaïque du soleil peut être convertie en électricité. On peut installer des champs entiers de panneaux photovoltaïques, à condition de s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions. Mais cherchons encore un peu. Y a-t-il d'autres sources d'énergie renouvelable? La biomasse, les arbres et toutes les plantes. La biomasse est renouvelable, car si l'homme replantait les végétaux qu'il utilisait, il pourrait toujours en disposer. Sur notre planète, la Terre, il existe de nombreuses sources d'énergie inépuisables. On les appelle les énergies renouvelables. Des énergies pour améliorer le bien-être de tous les hommes qui pourront continuer à vivre mieux sur notre belle planète, la Terre.
Comment fonctionne le système d'échange de quotas d'émissions de CO2 en Europe? Les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère permettent de maintenir la Terre à une température moyenne de 15 degrés. Sans cet effet de serre, il ferait moins 18 degrés. Depuis la révolution industrielle, de grandes quantités de gaz à effet de serre sont libérées par les activités humaines. Leur concentration croissante dans l'atmosphère conduit au réchauffement de la planète, ce qui dérègle notre climat. Dès 2005, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, l'Union européenne a décidé d'instaurer le premier marché de quotas carbone. C'est aujourd'hui le plus grand système d'échange au monde. Comment fonctionne le marché de quotas d'émissions de carbone en Europe? D'abord, la Commission européenne définit un plafond d'émissions pour une certaine durée. Ensuite, ce plafond est partagé entre les différents acteurs du marché sous forme de quotas échangeables. Un quota correspond pour une installation industrielle à l'autorisation d'émettre une tonne équivalente de CO2. À la fin de chaque période, les installations doivent justifier d'un équilibre entre les quotas qu'elles possèdent et les émissions dont elles sont responsables. Ensuite, elles auront 4 mois pour restituer à l'autorité publique les quotas correspondants. Prenons l'exemple de 2 entreprises qui disposent de 100 quotas chacune, ce qui correspond à un volume d'émission de 100 tonnes d'équivalent CO2. Si au terme de l'année écoulée, l'entreprise A émet 120 tonnes d'équivalent CO2, alors elle aura 4 mois pour acheter sur le marché à d'autres entreprises les 20 tonnes d'équivalent CO2 de dépassement où elle pourra acheter des crédits de compensation. Ces crédits représentent des réductions d'émissions réalisées dans d'autres zones géographiques ou dans d'autres secteurs. Au-delà de ces 4 mois, si l'entreprise n'est pas en conformité, elle devra payer une amende et fournir le nombre de quotas manquants. A l'inverse, si une entreprise B n'a émis que 80 tonnes d'équivalent CO2, elle pourra garder 20 tonnes en réserve pour les années à venir ou alors les vendre sur le marché. Le marché européen du carbone couvre près de 50% des émissions de CO2 et concerne près de 16 400 installations industrielles les plus polluantes dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie. D'ici à 2020, l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 21% par rapport à 2005, puis de 43% en 2030. Pour cela, le plafond des quotas autorisés se réduit chaque année jusqu'en 2030. Comment le prix du carbone influence-t-il la stratégie des entreprises? Le prix du carbone doit inciter les entreprises à s'engager dans des actions de réduction de leurs émissions d'équivalent CO2. L'entreprise se demande quelle option est la plus rentable à long terme. Compenser ses émissions en achetant des quotas ou investir dès à présent dans des technologies sobres en carbone. Si l'entreprise anticipe un prix du carbone inférieur au coût des actions nécessaires pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, alors elle préférera acheter des quotas, voire des crédits de compensation. Dans le cas inverse, elle préférera investir tout de suite pour améliorer son efficacité énergétique ou utiliser des énergies renouvelables, voire les deux. Voici comment le marché du carbone favorise le développement des technologies propres, à condition d'avoir un prix soutenu à long terme. Si je vous dis supply chain, dernier kilomètre ou encore plateforme de logistique multimodale et que ces termes vous mettent des étoiles dans les yeux, alors restez, cet épisode vous est dédié. Mais si à l'inverse, ces mots ne vous évoquent rien ou vous laissent circonspect, restez aussi, car je vais essayer de vous démontrer à quel point c'est important, fondamental de bien les comprendre, et on en parle. Salut, c'est Philippe et aujourd'hui on va parler du sujet le plus sexy de l'univers, celui qui fait rêver, fantasmer, frissonner les urbanistes du monde entier, la logistique urbaine. Avec plus d'1 milliard de colis distribués chaque année en France, le marché de la logistique urbaine est en plein essor. Attendez, ça vous fait pas rêver d'entendre ça? Allez, trêve de plaisanterie, je sais que la logistique urbaine, c'est pas le sujet le plus glamour comme ça, dit sur le papier. Et pourtant, ce qui se passe aujourd'hui autour de ce sujet est crucial pour nos villes actuelles, mais surtout pour nos villes demain. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant que citoyen, en tant que consommateur, on peut agir très directement là-dessus, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui. Commençons par le commencement. C'est quoi la logistique urbaine? Eh bien, tout simplement, c'est l'art et la manière d'acheminer les marchandises au sein des villes.
On pourra d'ailleurs noter qu'il y a encore quelques années à peine, on parlait plus simplement de transport de marchandises en ville. L'évolution de ce terme, du transport de marchandises à la logistique urbaine, reflète à la fois la démocratisation de cet enjeu dans nos agglomérations et surtout son intensification ces dernières années. Et je ne vous apprends rien, la question de la livraison en quelques années à peine s'est imposée avec fracas dans le débat public. Et si vous avez la chance ou le malheur de vivre dans une grande ville, il suffit d'ouvrir la fenêtre pour prendre la pleine mesure du phénomène. Que ce soit avec le e-commerce, les courses en ligne, la livraison de nourriture ou même la revente d'objets ou de vêtements entre particuliers, nos villes sont devenues des fourmilières grouillantes dans lesquelles transitent à toute heure du jour et de la nuit les colis postaux et les pokéballs. Et encore, ça c'est que la partie émergée de l'iceberg, ce à quoi on pense tous quand on parle de logistique urbaine. Mais en réalité, il y a plein d'autres facteurs qui expliquent pourquoi le sujet s'est à ce point complexifié ces dernières années. Il y a par exemple un lien direct entre les prix de l'immobilier commercial et l'augmentation du nombre de livraisons en ville. Vu que les loyers sont de plus en plus chers, les commerçants vont avoir tendance à avoir le moins de stock possible, de manière à réserver le plus de mètres carrés à la vente de produits. Et forcément, ça implique de se faire livrer beaucoup plus régulièrement. Au-delà de l'anecdote, cet exemple montre bien la dimension systémique de nos villes. Rien n'est isolé, tous les phénomènes urbains ont une incidence sur les autres. Et à ce titre, la logistique est l'une des colonnes vertébrales de tous les problèmes que l'on rencontre en ville, en particulier, évidemment, au niveau des mobilités. Le fret urbain est ainsi responsable de 20% du trafic, de 30% de l'occupation de la voirie et de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Mais paradoxalement, aussi important soit-il, le sujet reste encore relativement obscur, assez méconnu, y compris par les acteurs urbains eux-mêmes. Et forcément, si on relègue la question logistique au second plan des réflexions urbanistiques, ça va se traduire aussi très concrètement dans le paysage de nos villes. Personne n'a envie de voir des entrepôts et le balai des camions en bas de chez soi. Et donc, on va reléguer ces entrepôts au second plan de nos agglomérations, c'est-à-dire aux périphéries de nos villes. La conséquence de tout ça, c'est qu'il est à la fois, paradoxalement, très facile d'acheminer des marchandises depuis l'autre bout du monde jusqu'aux portes de nos villes, mais qu'il est, par contre, beaucoup plus compliqué de les faire transiter à l'intérieur de nos agglomérations. C'est ce que l'on appelle le dernier kilomètre. Plus le produit approche de sa destination finale, et plus le coût de son transport augmente. Accessoirement, plus les années passent et plus la situation empire. On estime que ce coût du dernier kilomètre s'élève chaque année de 10% pour toutes les raisons que j'évoquais plus haut. Dans le jargon, on parle même du dernier mètre, tellement les choses se sont complexifiées ces dernières années avec les livraisons en sortie de caisse au supermarché ou encore les livraisons en moins de 10 minutes à peine. Pour le dire simplement, quand tout était livré au sein d'un même lieu, par exemple un bureau de poste, c'était plutôt galère, mais ça allait encore. À partir du moment où toutes les livraisons s'individualisent, où elles sont déposées directement sur votre paillasson, et bien forcément ça multiplie les trajets et donc aussi les tracas en termes de mobilité. Voilà pour le paysage global et honnêtement on va pas se mentir, il n'est pas jojo et il risque pas de s'améliorer dans les années à venir. Mais alors justement la question se pose, comment est-ce qu'on peut concrètement essayer de répondre à ce défi? Comment est-ce qu'on peut tenter de réduire les 20% de congestion, 30% de pollution dont on parlait tout à l'heure? La bonne nouvelle, c'est que les logisticiens planchent sur ces questions depuis de nombreuses années déjà. Et même si tout n'est pas parfait, si tout n'a pas eu l'effet escompté, il y a quand même pas mal de bonnes pratiques et d'enseignements qu'on peut en retirer. On peut tout simplement mentionner la conversion des flottes de véhicules motorisés vers des véhicules électriques ou encore mieux, des vélos, voire même dans certains cas directement à pied. On peut aussi évoquer de nouveaux modèles de mobilier urbain qui se sont banalisés au début des années 2010, tels que les services de consigne dédiés à la livraison et installés dans les hubs de mobilité, dans les gares, les supermarchés, les stations de RER ou les quartiers d'affaires, et qui permettent aux gens de récupérer les colis directement sur leur trajet. Tout ça c'est bien beau, mais vous l'imaginez bien, ça ne résout pas tous les problèmes, sinon je ne serais pas là devant vous aujourd'hui pour en parler. On pourrait même arguer que d'une certaine manière, tous ces services, toutes ces belles pistes de solutions contribuent à accentuer le phénomène. À partir du moment où c'est plus simple de commander en ligne, eh bien forcément ça va inciter de nouveaux consommateurs à s'y essayer. Et forcément c'est un cercle vicieux dans lequel on ne peut pas faire grand-chose pour l'arrêter. Il y a donc aujourd'hui une autre piste de travail qui ne consiste pas simplement à améliorer les dispositifs logistiques, mais véritablement à réintégrer les entrepôts au cœur des agglomérations. Par exemple, dans le neuf, les promoteurs vont tenter d'intégrer de nouveaux types d'espaces logistiques au sein de leurs projets. Ça peut se traduire au niveau des parties communes, dans le cas du résidentiel, ou encore en imaginant des espaces de stockage partagés pour les commerces qui pourront être utilisés par plusieurs commerçants en même temps. L'idée, c'est donc de faciliter l'acheminement des marchandises vers des espaces spécifiquement conçus pour ça, et qui soient le moins dispendieux sur le plan foncier, de manière à rapprocher le plus possible les marchandises des utilisateurs finaux.
C'est bien beau, mais dans les faits, le neuf ne représente qu'une infime fraction des projets urbains. Dans la réalité, il faut davantage s'adapter à la ville telle qu'elle a été pensée, et souvent mal pensée, il y a des décennies, voire des siècles de ça. Une des grandes pistes d'innovation aujourd'hui, c'est d'essayer de reconvertir ce que l'on appelle communément les délaissés urbains. Dans une précédente vidéo, je vous avais évoqué cet exemple parisien consistant à transformer un ancien parking souterrain en espace de stockage mutualisé spécialement dédié aux petits commerçants de surface. Dans le même genre, on pourrait évoquer cette initiative, là encore parisienne, imaginée dans le cadre de l'appel à projet Logistique urbaine durable de 2016, qui consiste à venir s'implanter sous une bretelle du périphérique. L'idée est donc ici de venir s'immiscer dans les interstices de la ville, de manière à centraliser les commandes au cœur des villes, plutôt qu'en périphérie, afin ensuite de les redispatcher avec des modes doux. Et on pourrait continuer la liste encore longtemps parce que des idées comme ça, il en sort presque une nouvelle chaque jour. J'aurais par exemple pu parler des zones de stockage mobile. C'est des conteneurs qu'on va plugger sur l'espace public et sur lesquels les livreurs vont venir chercher les marchandises à la journée pour les acheminer au sein d'un quartier ou d'un arrondissement de petite taille. Le problème, c'est qu'on a un peu l'impression d'assister à une course à l'armement dans laquelle la ville aura toujours un train de retard. On le voit par exemple avec les dark kitchens et les dark stores dont je vous avais rapidement parlé dans une précédente vidéo. Il y a tous les jours de nouvelles startups qui s'inventent et qui inventent de nouveaux modèles pour livrer toujours plus vite, toujours plus loin. Et le problème, c'est que le temps de la fabrique urbaine, le temps de la construction de nouveaux projets urbains par exemple, eh bien, est forcément beaucoup plus lent. Et ces startups contribuent à alimenter un phénomène contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se contente de mettre des sparadraps pour tenter de juguler le problème et de limiter la casse? Ou bien est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être résoudre le problème à la source? Comme je vous le disais en introduction, le défi qui est posé par la logistique urbaine ces dernières années est grandement lié à nos propres pratiques de consommation. Au fait que toutes et tous, on se fait livrer des produits alimentaires ou des marchandises via telle ou telle plateforme en ligne. Et donc, forcément, c'est peut-être en faisant évoluer nos pratiques de consommation que l'on pourra tenter de résorber les problèmes. Mais je crois qu'on est là face à un vrai projet de société sur la manière dont on veut vivre, pratiquer, consommer au sein des villes. Et tout ça, ça dépasse largement le seul cadre de la logistique, mais néanmoins, toutes les problématiques que je vous évoquais en termes de pollution, de mobilité, de congestion des espaces publics, suffisent à ce qu'on attrape le taureau par les cornes par ce biais-là et qu'on s'interroge plus généralement sur la manière dont on veut vivre en ville demain.